dans vos organisations respectives. Je vous laisse vous présenter en 2 mots chacun, comme ça après on peut passer sur le débat, la continuité du débat. Et bonjour, Xavier Lalban, je suis administrateur de l'APK, fondateur aussi d'un cabinet de conseil qui s'appelle Elix, et j'anime plus particulièrement au sein de l'APK les travaux sur les achats responsables avec l'ensemble des adhérents qui travaillent avec moi sur le sujet. Stéphane, puisque dans la mire, c'est vous qui êtes juste à côté. Bonjour à tous, alors Stéphane Beauvais, je travaille à l'UGAP et je suis chef du département des politiques publiques. Ensuite, nous avons Vincent Carlier pour Fiducial Office Solutions. Oui, donc Vincent Carlier, Fiducial Office Solutions. Moi, je travaille pour. En fait, mon rôle, c'est d'animer les contrats stratégiques. Et puis Daniel Coissard pour le Maximilien. Daniel Coissard, directeur du GIP Maximilien et en charge de tout ce qui est projet d'innovation et de sourcing. Et ensuite, dans les secteurs publics, nous aurons encore Lucans avec Johanna Assoun. Alors, je crois que Johanna a des problèmes avec sa caméra, j'ai vu passer ça. On aura la chance de vous voir juste après. Merci. Oui, effectivement, moi je suis Johanna Assoun et je suis acheteur à Lucans. Et vous travaillez avec Rémi Haas, aussi de Lucans. C'est ça. Donc, moi, je suis responsable du service achat à Lucans et notamment de la centrale d'achat de la Sécurité sociale. Et nous avons comme dernier intervenant Isabelle Clamence pour la région Île-de-France. Bonjour à tous. Je suis responsable des systèmes d'information des achats, de la performance achat pour les achats de la région Île-de-France. Eh bien, normalement, j'ai oublié personne. On va pouvoir commencer. Première question et premier sujet de discussion avec Xavier Lallement d'Elix, cabinet de conseil. Xavier, est-ce que vous pouvez un peu nous faire un état des lieux des pratiques dans la commande publique, puisque les règles ont évolué depuis maintenant quelques années. Où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe selon vous? Bonjour à tous, merci Julien. Alors, ce qui est important effectivement de rappeler, c'est que la pratique du sourcing a été intégrée dans le nouveau code de la commande publique. Alors on l'appelle pas sourcing, mais enfin tout le monde utilise ces termes. Et en fait, elle répond à une exigence importante du code de la commande publique, qui est que l'expression de besoin, que la nature du besoin doit être établie avec précision. Et c'est ce terme de précision qui est important, en précisant également qu'il faut tenir compte des objectifs de développement durable. Donc, en application de cette exigence, le Code de la commande publique a intégré dans la partie aide à la définition du besoin une partie qui permet donc aux acheteurs publics de consulter les opérateurs économiques en amont de la rédaction du cahier des charges et de la publication des marchés, mais aussi pour définir le besoin, mais aussi pour solliciter ses avis et informer du projet et de ses exigences. Donc, l'objectif à travers le sourcing, c'est bien d'acquérir de l'expertise pour l'acheteur, alors qu'il peut déjà avoir, mais en tout cas de mieux clarifier le besoin en s'appuyant sur l'expertise des fournisseurs, et puis de définir quel niveau de précision est nécessaire pour bien dimensionner le cahier des charges. L'objectif aussi, c'est donc de sensibiliser les fournisseurs à trouver des réponses aux enjeux, et quand on parle de développement durable, solliciter et inciter l'ensemble des acteurs à chercher des solutions pour améliorer l'impact environnemental ou social des produits, services ou travaux qu'on va faire, c'est un vrai enjeu. Et donc, du coup, on le voit bien, sourcer ou en tout cas identifier ses fournisseurs, puis on rentrera plus dans le détail aussi après, notamment avec les opérateurs économiques et puis les administrations et les organisations. Mais donc, sourcer, c'est s'assurer qu'on sensibilise les fournisseurs. Mais d'ailleurs, l'APK avait organisé une enquête vis-à-vis des pratiques du sourcing. Quels sont les grands enseignements qu'on peut en déduire? Effectivement, il n'est pas facile de trouver des éléments publiés sur l'intégration réelle du sourcing dans les pratiques achats dans le secteur public. Donc, on a lancé une enquête. En fait, il en ressort quelques éléments importants. La première, c'est que la pratique du sourcing n'est pas systématique. La grande majorité des réponses que l'on a reçues montrent qu'on utilise le sourcing soit rarement, soit sur décision d'acheteurs lorsqu'ils pensent en avoir besoin, et aussi assez souvent qu'on va l'adapter dans certains marchés, mais on ne va pas systématiser le sourcing, ce qui est d'ailleurs un peu dommage.
Le deuxième élément, c'est que c'est une pratique qui, globalement, n'est pas encore réellement pilotée. C'est-à-dire que, et ça rejoint un peu l'élément d'avant, c'est qu'on le pratique, hein, il est pratiqué, il est mis en œuvre, mais on n'a pas d'indicateur, ou en tout cas, on ne suit pas au niveau global l'effort qui est fait, parce que le sourcing reste un investissement et un effort à faire pour un acheteur. Et puis le troisième point important également, c'est qu'on est encore dans une vision de cette partie qui est de mieux définir le besoin en évoquant avec les cahiers des charges, avec les fournisseurs, pardon, les éléments qu'on va vouloir mettre dans le cahier des charges. On est encore moins dans une utilisation pour inciter les fournisseurs à chercher des solutions et à être un peu plus prospectifs. Donc, si je comprends bien, une utilisation et un développement qui se fait, mais qui n'est pas encore complètement systématisé et qui mériterait peut-être de travailler un peu sur le pilotage de cette partie-là. Ouais. Tant qu'on est ensemble, j'aimerais qu'on échange rapidement sur les enjeux justement du sourcing. On les a un petit peu évoqués déjà tout à l'heure de manière assez rapide, mais moi j'aimerais surtout qu'on ait un focus sur la partie achat responsable. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, quels sont les enjeux du sourcing dans une pratique et dans une politique d'achat responsable ? Alors, je pense que le premier enjeu, c'est qu'il n'y ait pas une stratégie d'achat d'un côté et une stratégie d'achat responsable de l'autre, et que finalement on considère que la partie RSE ou responsabilité est un élément à part. Je pense que ça doit rentrer dans l'ensemble du processus achat, et c'est une manière de fonctionner, une manière d'acheter et de définir ses besoins. Donc c'est vraiment le premier enjeu, c'est d'intégrer la responsabilité sociétale au corps même du processus achat, et donc de s'intéresser à la manière dont, à travers ce processus, on incite, et en interne, parce qu'il faut convaincre en interne, et aussi l'ensemble des acteurs et des opérateurs économiques à fonctionner sur ce sujet en développant des solutions. Et donc, un des moyens de déclencher des échanges sur ce sujet, de faire en sorte que les gens se préoccupent du sujet et avancent ensemble, c'est de pouvoir en discuter avant d'avoir lancé les marchés. C'est pour ça que dans les référentiels les plus connus sur les achats responsables, qu'on prenne la norme ISO 20400 qui est un guide sur la mise en place d'une stratégie achat responsable, ou dans le référentiel relations fournisseurs achat responsable, qui est un référentiel qui concerne les acheteurs, on va trouver cette exigence d'établir une politique de sourcing et de l'établir systématiquement. Alors, établir une politique de sourcing, ça ne veut pas dire sourcer à chaque besoin, mais ça veut dire avoir bien défini en amont, de manière systématique, comment on va intégrer le sourcing dans son processus achat et comment on sensibilise les acheteurs sur le sujet. Et il y a également dans ce référentiel une exigence sur le pilotage pour effectivement aussi intégrer cet élément comme un acte complet de l'achat. Donc, si je comprends bien, c'est une pratique en fait qui ne va pas concerner que le produit, mais plutôt la démarche finalement. Également, oui. Ben, merci Xavier. Je vais donner la parole à Stéphane Beauvais de l'UGAP pour justement voir un petit peu, on parlait des labels et voir notamment le label relation fournisseur pour les achats responsables. Stéphane, au sein de l'UGAP, comment ça se déroule et pour vous, côté organisation publique, quels sont les enjeux que vous avez identifiés ? Alors, les enjeux, ça va être très très en écho et en résonance avec ce que Xavier a expliqué, c'est-à-dire que la première chose, évidemment, c'est d'avoir, grâce au sourcing, un appel d'offres qui va trouver des réponses et des réponses pertinentes et surtout performantes en termes technico-économiques. Donc, la première chose, et c'est que ça reste quand même la première fonction du sourcing, c'est d'être sûr qu'on va faire un appel d'offres qui va trouver à la fin une réponse qui sera performante sur les deux plans. Après, comme dit Xavier, c'est aussi un moment justement d'échanger par rapport à des attentes que l'acheteur pourrait avoir. Si on est aujourd'hui, par exemple, dans une logique où la RSE, le développement durable sont de plus en plus importants, c'est aussi à ce moment-là qu'on va pouvoir regarder ces choses qui ne sont plus des à côté maintenant, qui sont directement liées au contenu des offres, et de vérifier qu'on a effectivement des entreprises qui vont être capables d'y répondre et, comme le disait encore une fois Xavier, éventuellement de les sensibiliser. Mais la sensibilisation est d'ailleurs dans les deux sens, c'est-à-dire que à ce moment-là, les entreprises apportent aussi de l'information à l'acheteur
En termes de développement durable, elles apportent ce qu'elles font. Pareil pour la partie sociale. Et aussi en termes de business model. Les business models liés à l'innovation ou à l'économie circulaire sont moins des business models d'acquisition, mais plus d'usage. Et donc, c'est des éléments qui sont très importants à être partagés entre l'entreprise sourcée et l'acheteur pour que dans le cahier des charges, on ne trouve pas d'aberration, justement. Donc, c'est vraiment un moment qui est très important et pour nous, ça correspond à ça, c'est-à-dire autant trouver des offres technico-économiques performantes, donc d'ouvrir. Et d'ailleurs, l'allotissement est l'autre voie par rapport au cahier des charges, mais c'est aussi justement d'être sûr qu'on arrive à faire progresser tout le monde vers des offres qui vont être plus dans l'air du temps, c'est-à-dire plus vertueuses, avec les business models adaptés et les implications sociales et environnementales qu'on en attend. Du coup, si je comprends bien, un côté performance quand même, puisque s'assurer qu'on maximise les chances d'avoir un appel d'offres et des réponses à appel d'offres intéressantes, intelligentes, économiquement fiables aussi, mais aussi un côté innovation. Et ça, pour vous, c'est ce que vous apporte donc ce label-là, notamment. Alors, oui et non, le label, en fait, confirme ce comportement qu'on doit avoir. Alors, le sourcing, c'est ça où c'est assez étonnant entre les résultats de l'enquête qu'a présenté Xavier. Il y a quand même beaucoup d'acheteurs publics qui en font. C'est naturel, parce que respecter le code est naturel pour un acheteur public. Donc, c'est quand même, normalement, par rapport au label, un effort qui n'est pas très important pour un acheteur public, de s'assurer que le sourcing se fait dans la bonne façon, c'est-à-dire de manière égalitaire avec l'ensemble des entreprises rencontrées, et même représentatif finalement de l'amont industriel. Si on veut être égalitaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rencontre pendant le sourcing un panel d'entreprises qui va être à peu près représentatif de la proportion de PME, de TI, de grands groupes qu'on a dans l'amont industriel pour pouvoir ouvrir ces choses-là. Et donc avoir le plus d'entreprises qui puissent candidater, encore une fois à travers les détails qu'on met dans le cahier des charges, et puis aussi à travers l'allotissement, c'est-à-dire adapter le lot au volume ou à la diversité des produits qu'on veut mettre dans ce lot-là. Et donc tout ça se joue finalement dès le sourcing, ce n'est pas pendant l'appel d'offres, c'est dès le sourcing qu'on a cette égalité de traitement que le label nous impose, mais encore une fois, c'est plutôt naturel pour un acheteur public puisque respecter le code et le sourcing qui est maintenant dans le code, un acheteur public le respecte bien évidemment. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Lucance, donc avec Johanna, Assoun, Rémias. Là, on a vu un petit peu les enjeux et puis quelques rappels finalement sur ce qu'imposait et où les garde-fous pouvaient à la fois permettre et les garde-fous pouvaient mettre en place le code de la commande publique. Mais dans vos organisations, achat, concrètement, comment ça s'organise du sourcing? Alors, nous, à Lucance, comment ça se passe? Quand un besoin émerge, en fait, quand le besoin arrive dans notre programme d'achat, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une étude de marché. Et dans cette étude de marché du besoin, on va forcément analyser le marché fournisseur. Alors, pour analyser nos fournisseurs, on va regarder qui est en place sur ce marché. Et en fait, pour trouver qui est en place, on va puiser dans plusieurs sources qu'on a à disposition. La base fournisseur connue par Lucance ou connue par la Sécurité sociale, notamment par les caisses nationales avec qui nous travaillons sur les marchés mutualisés. On va faire de la recherche Google. On va piocher aussi dans le réseau GESAT, regarder s'il y a des entreprises adaptées qui sont en place sur le besoin, sur le marché du besoin qu'on recherche. On va aussi utiliser notre outil d'e-sourcing qui est Silex. Donc, en fait, on va piocher dans ces différentes sources pour avoir des contacts fournisseurs. Ce qui va se passer, et avant, bien évidemment, les salons. C'est vrai que c'était avant, mais bien évidemment, on utilisait aussi les salons qui, alors notamment sur les marchés de dématérialisation, étaient une source de contact très importante. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va y avoir une prise de contact avec le fournisseur. On va s'assurer de l'adéquation entre le besoin et l'offre de service du prestataire. Et s'il y a match, à ce moment-là, on va décider de se rencontrer dans le cadre du sourcing. Alors, comme le disait très justement Stéphane, en fait, le nombre de prestataires rencontrés va dépendre un peu du marché. En général, ça peut être 5-6 prestataires rencontrés. Si effectivement il y a adéquation, on va organiser le rendez-vous de sourcing et en amont de l'organisation du rendez-vous, enfin, dans le cadre de l'organisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un RFI, on va envoyer un questionnaire, on va demander au fournisseur de nous le renvoyer avant le rendez-vous et en fait, ce questionnaire-là va nous servir de base d'échange pendant le rendez-vous avec le prestataire.
À l'issue des rencontres, pour chaque rencontre, il va y avoir un compte rendu qui va être rédigé. Et à l'issue des rencontres, on va en fait faire une synthèse globale des rencontres, alors qui se seront déroulées, comme le disait d'ailleurs Stéphane aussi, qui se seront déroulées donc, dans les mêmes conditions pour tous les prestataires. On va faire une synthèse et cette synthèse, en fait, ça va nous permettre de lister les points de vigilance, par exemple, par rapport à notre expression des besoins. On sait qu'il va falloir faire attention à certaines choses grâce aux informations que nous auront données les prestataires. Ça va aussi nous permettre de sécuriser la réception d'offres parce que quelque part au travers de la rencontre, on aura suscité chez le fournisseur l'envie de répondre à notre marché. Donc nous, ça nous sécurise parce qu'on sait que voilà, on aura des réponses. Et ça nous permet aussi, et c'est pas négligeable, d'affiner l'enveloppe budgétaire, l'estimation budgétaire qu'on avait faite en fait grâce aux éléments, au modèle économique des prestataires et aux éléments tarifaires qu'on aura pu obtenir pendant le sourcing. Et alors Rémi, là, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu, il y a la partie travailleurs handicapés, mais quand on préparait cette table ronde, vous insistiez un peu plus sur la partie définition de la stratégie et aussi côté les pratiques RSE, comment vous incluez ça dans vos pratiques à vous? Alors, comme disait Johanna, donc, les résultats du sourcing, pour nous, outre de permettre d'estimer le budget, de déterminer un budget, et aussi l'adéquation du besoin, ça permet surtout de déterminer une stratégie achat. Donc, un marché mono-attributaire, multi-attributaire, des marchés nationaux ou à l'outil, et combien de lots, tout ça, ça en ressort du sourcing. Des marchés à bon de commande, des marchés subséquents, mais aussi des lots réservés. Et pour cela, nous, on va signer très prochainement, une convention avec le GESAT qui va nous permettre aussi, en amont du sourcing, de permettre d'identifier des ESAT ou des EA qui pourraient éventuellement répondre à une partie du marché ou à des lots réservés. Ou alors un marché global. On a aussi des marchés globaux avec des ESAT. Mais en parallèle, on travaille aussi avec des facilitateurs pour mettre en place des clauses d'insertion. D'accord. Donc ça c'est intégré directement dans votre démarche RSE, où dès le début, au final, vous intégrez ces clauses d'insertion, réfléchissez aux entreprises adaptées qui peuvent répondre. Quelques exemples de marchés ou de retours d'expérience sur lesquels des lots réservés à des ESAT ou des entreprises adaptées ont bien fonctionné? Aujourd'hui, c'est un peu classique. On a des marchés un peu classiques qui sont des marchés sur des impressions. Nous, côté sécurité sociale, on a beaucoup d'imprimés. Et donc, des fois, on réserve des lots à des ESAT pour des impressions. Mais il y a aussi des marchés. On a mis en place un marché de traiteurs ou alors aussi des marchés d'entretien des espaces verts. Très bien. Et par rapport à la clause sociale, donc comme on fait appel à des facilitateurs, là dernièrement, on a lancé un marché sur les solutions d'impression et on a intégré une clause sociale dans ce marché-là pour un nombre d'heures d'insertion. Eh bien, merci beaucoup. Là, je vais poser un peu la même question, mais côté opérateur économique, côté fournisseur, avec à Vincent Carlier de Fiducial Office Solutions. Chez vous, sur quel item vous avez fait un effort particulier en matière de sourcing? Et puis, très rapidement, après, on pourra voir aussi comment on aborde ces rendez-vous. Alors, oui, Julien, pour le Fiducial Office Solutions, la partie fourniture de bureaux et distribution de fournitures du bureau immobilier, en fait, notre effort, c'est d'abord en fait concentré sur la formation des commerciaux pour assurer ces rendez-vous de sourcing. Alors, dans un premier temps, on s'est appuyé sur le guide de la DAE, dont les 5 objectifs en fait de la performance achat, c'est 1, la recherche de gains économiques, 2, l'accès de PME à la commande publique, ensuite la performance environnementale, la performance sociale et l'innovation. Donc, pour répondre aux entretiens de sourcing, notre organisation doit être au minimum guidée par ces objectifs.
Très bien. Vous me disiez, quand on préparait aussi, vous avez quand même un gros travail sur, puisqu'on parlait des modèles économiques, on entendait tout à l'heure que ce soit l'UGAP, Lucans nous parlait aussi quelque part de l'affinage des enveloppes budgétaires. Vous faites aussi un travail, vous, sur les coûts cachés qui peuvent être assez importants sur vos types de produits et de services proposés? Oui, alors, dans un premier temps, bon, on répond, il y a un travail important et Johanna le précisait sur la réponse au RFI, hein, c'est le premier, c'est le premier effort qu'on fait dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres. Et puis après, bah, on aborde différents points, comme je vous dis, appuyés sur les objectifs de la commande publique. Et donc, le premier, par exemple, que je pourrais citer, c'est concernant la recherche d'un gain économique. Et là-dessus, on peut apporter pas mal d'éléments d'information lors de ces entretiens. Le premier que je peux citer, c'est la tendance marché. Les fabricants, les matières premières, toutes les incidences de ces deux facteurs sur l'aspect économique dans notre domaine d'activité. Après, il y a une autre information capitale dans notre domaine, c'est le rapport qualité-prix sur les produits entre les marques, les MDD ou autres, et les conseils qu'on peut apporter pour comparer les produits, informer nos acheteurs sur les risques opérationnels dans ce domaine, sur le non-respect de la qualité ou le non-respect du cahier des charges. Après, il y a effectivement, vous le citiez, les coûts cachés liés à une mauvaise qualité de service, hein. Comment estimer une bonne qualité de service? Comment mesurer cette fameuse qualité de service chez les fournisseurs? Donc là, on peut apporter aussi des éléments. Et puis les limites de certaines pratiques, comme celle bah, des prix cassés sur un BPU, hein, mais avec des prix élevés sur le reste, ou une pratique qui est énormément répandue dans le domaine public, c'est les notes attribuées sur un pourcentage de remise sur le tarif, alors qu'en fait, il n'y a pas de prix catalogue dans la fourniture de bureau et ils sont différents d'un fournisseur à un autre. Donc ça, c'est le premier aspect hein, qui est sur l'aspect du gain économique, mais sur le gain de la performance environnementale, qui est aussi un point très important et sur lequel on insiste beaucoup lors de ces entretiens, c'est par exemple les produits verts. Donc l'interprétation que peuvent avoir les acteurs sur ces produits verts et la réduction des déchets. Est-ce qu'on a intérêt à cibler sur des produits réutilisables, des produits rechargeables, par exemple, ou la chasse au gaspillage? Là-dessus, on insiste énormément lors de ces entretiens sur il vaut mieux choisir un produit pour le bon usage, un produit qui va durer longtemps, plutôt qu'un produit souvent à bas coût, mais qui est changé beaucoup plus régulièrement. Et puis après, on peut aussi apporter des informations sur l'équilibre à trouver entre la rapidité de livraison. Dans notre domaine d'activité, alors c'est un domaine d'actualité, on livre quasiment aussi rapidement des médicaments que des fournitures de bureau. Mais il faut trouver un équilibre entre la rapidité et la conformité de livraison. Il vaut mieux être livré en 48 heures en complet plutôt qu'en 24 heures avec des commandes incomplètes. Donc voilà les deux thèmes principaux qu'on peut exploiter par exemple. Eh ben, très bien. Je vais poser la question à Lucans, puisque tout à l'heure, Johanna, vous l'évoquiez un petit peu. Avant, on faisait du sourcing aussi avec les salons. Ça, c'était avant. Globalement, quand même, cette pandémie, cette crise sanitaire, ça génère des évolutions dans vos pratiques. Pas tant que ça. Comment vous êtes organisé ou réorganisé? Alors, le socle de travail n'a pas fondamentalement changé. En fait, c'est vrai qu'on en parlait justement avec Rémi récemment. Alors, la question des salons, en effet, c'est quand même une grande question parce que ça nous permettait de récupérer beaucoup de contacts au travers des conférences et au travers des rencontres sur les stands. L'avantage, c'est que
avec la pandémie, les salons se sont transformés en rencontres sous forme de webinaires, des conférences organisées. En fait, ça nous permet de pouvoir toujours accéder quand même à une certaine source de contact. D'ailleurs, j'y pense tout à l'heure, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que ça se confirme encore plus dans le cadre de la pandémie. Vous savez, on a aussi pour habitude en fait, d'avoir des réseaux d'acheteurs et on échange pour avoir des contacts fournisseurs. Et notamment des bonnes pratiques aussi dans le cadre de la construction d'un marché. Et en fait, grâce aux différents webinaires, c'est vrai que ça nous permet en fait d'avoir des nouvelles sources de contacts. On se rencontre au travers de conférences en ligne, on échange, et puis il y a aussi toute la partie réseaux sociaux, LinkedIn. Alors, le seul travers que j'y vois, c'est que quand on a en fait eu une première prise de contact, si on garde l'exemple des salons, quand on a eu une première prise de contact en fait sur un salon, on a en fait discuté, comme dans le cadre d'une prise de contact avant le sourcing, on a discuté, on a un peu fait on a un peu en fait vu ce qui allait retenir notre attention, aussi bien nous acheteurs que fournisseurs, dans le besoin et dans l'offre de service. Là, on n'a pas en fait cette étape-là. Donc, la différence quand on est confronté qu'à du numérique, c'est qu'en fait, nous, ça va nous demander de changer un peu notre façon de travailler et d'entretenir les relations en fait. Il y a un vrai travail à faire. Par exemple, on rencontre un fournisseur dans le cadre d'un webinaire ou d'une conférence, enfin d'un webinaire, oui, en ligne, puisque maintenant c'est que comme ça. En fait, on va devoir, si par exemple le marché a déjà été lancé et qu'en termes de timing ça colle pas, on va devoir en fait faire cet effort d'entretenir la relation pour être sûr qu'à l'échéance de notre marché, on puisse en fait recontacter ces fournisseurs-là et leur dire voilà, ça y est, maintenant on va pouvoir rentrer dans une démarche, on va pouvoir discuter, on va pouvoir se rencontrer dans le cadre du sourcing. Donc ça a un peu changé, mais fondamentalement, ça n'a pas non plus révolutionné la façon de travailler pour organiser le sourcing, vous voyez. Rémi, vous me disiez quand on était en préparation que de toute façon, la démarche de e-sourcing, c'est quelque chose que vous aviez déjà initié avant, puisque on l'entendait tout à l'heure, vous avez déjà une solution. Donc ça, c'est un travail qui avait déjà été réalisé finalement avant même cette pandémie. Alors, je crois que votre micro est toujours coupé, Rémi. Toujours. Xavier, tu peux activer le micro de Rémi? Oui, je parle dans le vide, pardon. Comme disait Johanna, oui, la pandémie n'a pas forcément révolutionné le sourcing. Les étapes ou la façon de faire restent à peu près les mêmes, si ce n'est la part dématérialisée qui prend de l'ampleur. Et nous, déjà l'année dernière, donc avant même la pandémie, une personne de mon équipe était chargée de tester les différentes solutions en e-sourcing et de les comparer par rapport aux process habituels qui sont les Google, Salon ou les solutions classiques qui existaient. Et donc, du fait, nous, on a acquis en fin d'année 2020 un outil qui est Silex. C'est celui qui me semblait le plus adapté aujourd'hui. Il est encore à développer, ça c'est vrai, mais c'est un outil qui nous permet aussi de trouver des prestataires, des fournisseurs supplémentaires, et c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui de façon systématique dans tous nos sourcings. D'accord. Et comme disait Johanna, c'est vrai que aujourd'hui, on est très sollicité par rapport aux réseaux sociaux, par les fournisseurs qui demandent à se faire connaître et qui viennent aussi vers nous parce que comme il n'y a plus les salons, on a aussi cette nouvelle entrée quelque part. Très bien. Vincent, en quelques mots, côté Vincent Carlier, côté Fiducial Office Solutions, comment vous êtes adapté juste en quelques mots pour comprendre? Alors, on est une société de distribution, une société de commerciaux, une société de contact, hein, donc ça a beaucoup impacté notre activité. Donc, moins de rendez-vous en présentiel ou quasiment pas, et puis plus de rendez-vous en distanciel. Donc, une évolution forcément des outils et des pratiques, une adaptation des formations auprès de nos commerciaux. Il faut que ça reste efficace et productif des deux côtés, hein, donc c'est très important.
Donc, on a repensé notre méthode pour apporter de l'information aux clients. Et puis, on s'appuie du coup un peu plus sur le binôme entre les commerciaux et le site Internet pour développer plus d'informations sur le site en relais des messages commerciaux avec des guides d'achat, des vidéos, des tutos fabricants, etc., qui peuvent apporter un complément indispensable à l'action des commerciaux sur le terrain. Très bien. On parlait d'outils de e-sourcing, de démarches. On a autour de la table Daniel Coissard de la société du groupement d'intérêt Maximilien. Pour vous, Daniel, c'est vrai qu'on a échangé sur de nombreux sujets, mais pour essayer de respecter un peu le temps qui nous est imparti, il y avait 2 points qui me semblaient particulièrement intéressants. C'était déjà les craintes des acheteurs publics en matière de e-sourcing. Et puis le deuxième sujet, c'était l'utilisation de la donnée et des données essentielles des marchés. Vous pouvez nous en toucher quelques mots? Oui, bien sûr, bonjour à tout le monde. Maximilien s'intéresse depuis très longtemps à l'ensemble de la chaîne d'achat, qui va du sourcing jusqu'à la notification des marchés et à leur suivi et l'exécution. Et on essaye de prendre en compte aux différentes étapes les problèmes, les inquiétudes des acheteurs. Et en particulier, justement, avec le sourcing, on a le code de la commande publique qui, d'un côté, vous dit vous pouvez faire du sourcing sans problème, mais de l'autre côté, qui dit attention, si vous ne faites pas ça dans les règles, on peut vous taper sur les doigts. Je résume rapidement les 2 articles. Ce qu'on a voulu faire à Maximilien, on a créé notre propre solution de sourcing, alors qui ne s'appelle pas Silex, mais Noukema, pour être précis. Noukema, son but, c'est aussi d'assurer aux entreprises une visibilité, mais aussi aux acheteurs, surtout de leur assurer qu'elles font du sourcing dans le cadre d'un cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'on va horodater et tracer tous les échanges. C'est-à-dire que l'acheteur va, au travers de notre outil, va pouvoir rechercher, définir un projet d'achat, et ce projet d'achat, en fait, va leur permettre d'aller sourcer tout type d'entreprise qui auraient construit sur Noukema leur fiche entreprise. D'accord. Et à partir du moment où, en fait, on a différents filtres ou différents entonnoirs, pour ainsi dire, qui vont nous amener jusqu'à la sélection de quelques entreprises. Et à partir de notre plateforme, l'acheteur va pouvoir envoyer des mails ou faire des demandes aux entreprises. Et là, on va utiliser notre messagerie sécurisée qui est dans le profil acheteur pour justement tracer les échanges, les horodater, pour dire, voyez, il y a bien eu un respect des délais, il y a bien eu une équité entre tous les candidats, etc. Donc ça c'est la partie un peu traçabilité des échanges pour s'assurer qu'on respecte le code de la commande publique. Sur la partie données essentielles, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette partie-là? Chaque entreprise, on va aller interroger un certain nombre de bases de données. Ça peut être le BOMP, ça peut être le JOUS, ça peut être aussi data.gouv.fr, ça peut être d'autres plateformes. Et en fait, on va récupérer l'ensemble des données essentielles publiées par les acheteurs. Et ça va nous permettre de faire en gros une analyse massive. Et lorsqu'un acheteur va sourcer plusieurs entreprises, pour chaque entreprise, il aura en fait l'ensemble des marchés ou des lots sur lesquels il a été rendu attributaire pour une durée, pour un montant. Ça permet aussi à l'acheteur de mesurer la capacité à l'entreprise à répondre à son futur marché. Le but, c'est vraiment fournir de la donnée aussi bien aux entreprises, mais aussi bien à l'acheteur, de façon à s'assurer justement de la performance de l'achat public. Comme le disait Xavier dans son propos, le but, c'est aussi pour un acheteur puisse passer un marché, c'est essayer de déterminer quel est le bon prix. Parce qu'on va demander à l'acheteur dans sa procédure d'estimer est-ce que c'est une procédure adaptée, est-ce que c'est un appel d'offres ouvert, parce que des fois, on est proche des seuils et on n'arrive pas toujours à mesurer réellement le prix du marché. Donc, le rôle de l'analyse de ces données essentielles, c'est aussi ça. Et puis, de se rendre compte
en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son chiffre d'affaires, de sa capacité. Est-ce qu'elle sera en capacité de mener à bien le marché qu'elle souhaite auquel elle Merci. souhaite répondre? Merci Daniel pour ces éclairages. On l'a vu à plusieurs moments, sourcer, c'est aussi sensibiliser et s'assurer qu'on mobilise des acteurs. Là-dessus, on a deux gros donneurs d'ordre qui sont la région Île-de-France et l'UGAP. Stéphane Beauvais de l'UGAP. Tout à l'heure, vous mentionnez quand même des indicateurs sur les TPE, PME. Moi, j'ai deux questions quand même là-dessus. C'est que dit exactement le code de la commande publique sur le fait de travailler avec telle ou telle catégorie d'entreprise? Et puis la deuxième partie, c'est comment on les identifie? Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a un élément de langage souvent qui peut amener de la confusion, puisque l'ensemble des acheteurs publics ont un objectif, double d'ailleurs, de nombre de PME et de TPE qu'ils ont dans leur titulaire, c'est-à-dire dans la liste des entreprises qui ont remporté leur marché. Et puis, le deuxième indicateur est la part finalement de commandes en euros qu'on adresse à ces entreprises. Donc, c'est un objectif qui est affixé comme un objectif de résultat pour la plupart des acheteurs, mais c'est vrai que le code ne nous autorise pas à privilégier ou à réserver un marché pour une PME. Donc, on a une forme un peu de contradiction avec cet objectif affiché qui est un objectif de résultat. Et puis, finalement, pour l'acheteur, une obligation plutôt de moyens. Et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que tout le monde l'a illustré, c'est le sourcing qui permet d'allotir, qui permet de rédiger les cahiers des charges pour s'assurer que des PME puissent elles aussi répondre, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que parfois, il faut lever un peu cette ambiguïté parce que les entreprises croient qu'il suffit de dire qu'on est une PME pour que d'un seul coup, on les traite mieux que les autres. Et non, en fait, on les traite comme les autres. Et donc, c'est un point qui est assez important. Après, pour les identifier, de savoir si finalement on a affaire ou pas à une PME. Alors, pendant le sourcing, ce n'est pas toujours évident de le faire parce qu'on a plus d'entreprises sourcées que de gens qui vont candidater et surtout de gens qui vont être retenus à la fin. Et c'est les gens qui sont retenus à la fin qu'on rentre dans les statistiques. Donc, on essaie de l'appliquer quand on peut. Et on a grosso modo à peu près deux méthodes qui cohabitent. Vous avez la méthode de l'INSEE qui est basée sur deux critères. Et donc, l'INSEE vous donne, par rapport au nom des entreprises et à leur SIRAN, si elles sont, du point de vue de l'INSEE, une PME ou pas. Mais c'est basé en général sur le chiffre d'affaires et sur le nombre de personnes dans l'effectif de l'entreprise. Et puis, vous avez la méthode européenne qui est basée sur plus de critères et qui intègre notamment l'appartenance de l'entreprise que vous rencontrez à une autre. Et typiquement, si vous êtes une entreprise de 10 personnes, vous faites 2 millions de chiffres d'affaires, mais que vous appartenez à 75% à un grand groupe international, vous n'êtes pas une PME, en fait. Et donc, notamment l'appartenance au groupe international est parfois plus compliquée puisque c'est une entreprise étrangère dont on n'a pas forcément tout le temps les données. Et on peut avoir des faux positifs sur la méthode des deux critères. Et on pourrait croire s'adresser à une PME, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais voilà à peu près comment on les identifie pour justement s'assurer après, dans la phase de sourcing, qu'on a effectivement une bonne répartition, en tout cas représentative, des PME, des ETI et des grands groupes dans les entreprises qu'on a rencontrées. Merci Stéphane. Isabelle, sur la région Île-de-France, la problématique est peut-être encore un petit peu différente puisque on a peut-être moins besoin d'aller chercher des personnes capables de répondre partout en France. Pour autant, comment vous faites, vous, au niveau de la région, pour sensibiliser et aussi pour gérer les risques? On en parlait en préparation. Chercher de la PME, chercher de la TPE, ça comporte aussi sur le papier des risques. Alors peut-être pas plus gros que quand on source un grand compte, mais comment vous faites, vous, pour gérer ça? Écoutez, c'est vrai, comme vous le disiez, qu'on soit sur une petite ou sur une grande entreprise, on prend tout à fait le même risque, globalement. C'est la bonne détection de l'offre qui sera la plus appropriée pour répondre à notre proposition de contrat. Ça, c'est un préalable que nous, on doit bien juger. Pour bien le juger, on a deux techniques. Une qui est très, très en amont, qui va consister à avoir une gestion prévisionnelle des achats sur 1, 2 et bientôt 3 ans, puisqu'on modernise et on dématérialise les achats suite à la mise en place en cours du système d'information des achats. Donc ça, c'est une première chose. Cette gestion prévisionnelle regroupe tous les achats, les propositions d'achat de l'ensemble de nos pôles et directions
de la région Île-de-France. Donc, ça va des marchés de travaux à l'achat de fournitures et services. Hein, donc, c'est très, très large. Hein. Je ne vous fais pas la liste, sinon on y passera la matinée. Ça, c'est un point qui est important parce que comment préparer une consultation préalable si on ne sait pas exactement jusqu'où on va, et c'est pas la peine d'aller sourcer 50 fois un même secteur. D'abord parce que pour nous, c'est du temps. Pour les entreprises, c'est aussi énormément de temps. Et les réponses finissent par se recouper et en fait, elles perdent leur centre d'intérêt. Donc, on essaye de globaliser et de concentrer nos consultations préalables, donc nos sourcings. Tout ça parce que ce qu'on veut avant tout et essentiellement, c'est prévenir l'ensemble de tous les candidats potentiels que la commande publique, je parle bien de la commande publique au sens large, donc commande publique, achat de la région Île-de-France, a des projets de contrat et donc a des projets importants à proposer, et on a besoin de remettre en concurrence l'ensemble des concurrents. Et ça, pas que sur l'Île-de-France. Hein, comme vous le disiez, l'idée, c'est pas d'avoir 100% d'entreprises sur l'Île-de-France. Après, nous, notre deuxième point de mesure, c'est, et ça, c'est 2 fois par an que nous réalisons ça, c'est de compter toutes nos PME, TPE. Alors, on ne va pas les compter un à un comme ça. On va appeler l'ensemble de nos bases, on va remettre tout ça dans notre système d'information, et surtout, ce qu'on va faire, c'est on va faire redresser la donnée. Et là, on est aidé par un prestataire qui est e-attestation, qui fait ça très bien et qui va reprendre l'ensemble des numéros de SIRET, qui va recalculer selon la loi de modernisation de l'État quelles sont les catégories d'entreprises, et donc de remettre chacune des entreprises dans sa catégorie avec leur adresse afin d'avoir un géocodage et de pouvoir les situer sur l'ensemble du territoire. Ça, on va le faire 2 fois par an. Ça va nous permettre d'avoir une mesure chiffrée en nombre de TPE, PME, mais aussi en volume financier. Donc ça, c'est une double action. Pour réaliser tout ça, après, avant d'arriver à ce comptage, eh bien, on met en place des stratégies d'achat qui, en fonction de la criticité de la stratégie d'achat, va avoir une extension plus ou moins large du sourcing. Non pas qu'on ne fasse pas de sourcing parce que le marché est petit, disons qu'on va le dimensionner à la taille attendue de l'objectif. Ça, c'est une façon pour nous d'être le plus précis possible sur nos objectifs. Et puis, c'est aussi une façon de contribuer à une recherche d'efficacité, clairement. Stéphane, j'avais encore quand même une question pour vous sur… merci Isabelle. Donc Stéphane, une question sur les binômes. Vous aviez une particularité quand même au sein de l'UGAP, vous me disiez, notamment sur l'expérience et sur le nombre d'années d'ancienneté au sein même d'un poste de vos acheteurs. Oui, tout à fait. Le mot acheteur peut être trompeur. Chez nous, en tout cas, les acheteurs ne sont pas des spécialistes du droit. Hein. Ce sont des gens qui sont en général issus de l'industrie, en tout cas du secteur industriel ou de l'amont industriel. C'est plutôt là qu'on préfère les recruter. On préfère recruter des gens qui connaissent l'amont industriel et justement qui donc un bagage tout de suite sur l'ensemble des acteurs économiques qui peuvent proposer des solutions. Et on n'a pas effectivement peur, nous, de les laisser sur leur thématique de nombreuses années, tout simplement parce que au fil des années, ils accumulent de l'expérience sur leur secteur industriel, donc ils deviennent des experts, et au fur et à mesure du renouvellement des appels d'offres, qui ont lieu quand même tous les 3 ans, hein, un marché en général dure 3 ans, ils accumulent cette expérience,
Et cette expérience, cette maîtrise leur donne justement de la liberté d'esprit pour écouter des choses qui sont différentes ou qu'ils ne connaissent pas. Si on doit attaquer un nouveau secteur et qu'on ne connaît pas du tout, on va être tout le temps en train d'être en saturation cognitive pour réapprendre ne serait-ce que la base des acteurs traditionnels et donc pas avoir forcément cette liberté pour les nouveaux qui peuvent arriver, que ce soit des startups ou pas d'ailleurs, hein. Donc ça, effectivement, c'est un point chez nous qui est assez fondamental et ils sont aidés de juristes qui sont donc en fonction support, qui les aident à ce que les appels d'offres soient rédigés de façon à ce que ce soit complètement conforme à la loi. C'est bien évidemment pas un objectif, une obligation, mais c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne. Et donc, pour nous, c'est une vraie richesse, en fait, cette connaissance qu'ont nos acheteurs des amont industriels. Du coup, donc une vraie complémentarité entre des spécialistes du droit, des spécialistes de la commande publique et une articulation très forte avec des métiers finalement, des fonctions métiers, une dénomination d'acheteur, mais des fonctions métiers. Isabelle, tout à l'heure, vous me disiez, vous, il y a une autre articulation qui est importante aussi. Donc là, on dépasse un peu le cadre du sourcing, mais c'est une façon un peu de se prémunir des risques. C'est votre articulation finalement entre la phase d'achat, la phase amont et la phase de gestion du marché dans son quotidien. Oui, absolument. Même sur des secteurs, on sait où la concurrence, on connaît les majors et quand on a un certain volume à proposer, comme la région Île-de-France, on sait globalement un peu qui a tendance qui va répondre ou pas. Et moi, je l'ai découvert en le faisant, en fait, hein, c'est qu'en fait, on n'est pas à l'abri d'avoir une TPE, PME qui va répondre et qui va bouleverser le marché. Ça m'est arrivé dans une autre collectivité il y a ça quelques années, d'avoir sur le marché du nettoyage une très jeune, très très jeune, hein, parce que là, ils avaient une petite année d'existence, qui a répondu, qui a fait une offre très belle, technique et financière, et qui prenait 2/3 des lots de l'ensemble de cette collectivité sur le marché de l'entretien. Il a fallu faire confiance, il a fallu convaincre aussi les élus, la CAO, de cet intérêt à ouvrir nos portes à une très jeune entreprise. Ça se fait pas comme ça. On est toujours préparé au pire, mais en fait, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est d'avoir, très simplement, c'est un peu du biberonnage, du maternage d'entreprise. Et là, il faut vraiment les accompagner. Parce que là, c'est important. Ils vont démarrer parfois dans le monde de la collectivité. C'est la première fois qu'ils vont rentrer dans une collectivité. Le marché public et les administratifs ne fonctionnent pas obligatoirement comme le privé. Alors, attention, il n'y a pas non plus un continent d'écart. C'est important de bien les accompagner, de bien les emmener et surtout de faire une chose, c'est de leur dire attention, vous avez pris un marché, ça va durer 3 ans, 4 ans, mais il y a le après. Parce qu'il n'y a aucune obligation que vous gagnez la prochaine fois. C'est quand même, on va le dire, une sorte de compétition. Hein, on ne gagne pas à chaque fois, à tous les coups. Donc, il faut les accompagner pour bien leur faire comprendre que derrière, il faut qu'ils préparent leur après. Il faut qu'ils préparent leur après pendant qu'ils sont en train de travailler avec une collectivité. Donc, ça, c'est une façon à nous de travailler notre attractivité. C'est une façon à nous d'aider les entreprises, une fois qu'ils sont passés par la commande publique, à ne pas mourir. C'est important. Et tout ça rentre dans une certaine philosophie que doit véhiculer la commande publique. Et ça, pour y arriver, eh bien, c'est vrai qu'il y a un couple à former avec le candidat qui devient le fournisseur, mais aussi avec les juristes. Parce que c'est avec eux qu'on peut discuter en amont. C'est avec eux qu'on peut préparer des procédures qui sont très ouvertes. C'est avec eux aussi qu'on peut se prémunir de certains risques de candidature un peu exotiques. Et il faut absolument
pas se refuser d'être bien conseillé. Et ça, c'est important. Merci beaucoup Isabelle. Ce que je vous propose, c'est peut-être une dernière prise de parole parce que Isabelle disait quelque chose qui a fait écho à ce que Stéphane Beauvais m'avait expliqué en phase de préparation. Et après, Xavier Lallemand pourrait peut-être, il nous restera encore quelques minutes, prendre quelques questions-réponses. Oui, bah alors je vais te laisser peut-être poser ta question. Et puis j'ai une question là qui a été posée, mais qui va rebondir finalement sur ce qui vient d'être dit, notamment entre service contrôle légalité marché et service achat. Donc, Parfait. je vais te laisser d'abord. Merci. Du coup, Stéphane, oui, on parlait tout à l'heure, donc Isabelle mentionnait les risques aussi inhérents au TPE. On avait tout à l'heure Rémi, Johanna qui nous parlait aussi des marchés réservés. Vous, le sourcing, vous l'utilisez aussi pour aller regarder comment on peut utiliser de la TPE sur des plus petites parts du marché, voire même en fait favoriser des partenariats, si j'ai bien compris. C'est vrai que le sourcing sert à aider à lotir, mais parfois, on va rester sur des tailles de marché trop importantes pour qu'une PME puisse répondre. Il y a finalement, à ce moment-là, peut-être que l'acheteur a une information que n'ont pas les entreprises. L'acheteur ayant vu plusieurs entreprises, il pourrait recommander à ces entreprises de se grouper, donc de faire de la co-traitance. Et parfois, l'acheteur va voir de lui-même que deux entreprises sont parfaitement complémentaires et qu'ensemble, elles pourraient remporter un marché. Et puis, il y a une autre voie qui est un peu mésestimée, qui est celle de la sous-traitance. Et maintenant, de plus en plus de marchés quand même le permettent, où une entreprise va accepter d'être sous-traitante d'une grande qui va remporter un lot qui est de taille importante. La responsabilité de l'acheteur est quand même engagée à ce moment-là sur un point qui est assez, de notre point de vue, fondamental. Il ne faut pas que cette sous-traitance soit de la maltraitance. Et donc, il faut aussi que l'acheteur glisse à ce moment-là des informations autant à l'entreprise qui pourrait devenir sous-traitante sur les points de vigilance qu'elle doit avoir, mais aussi à celui qui serait le donneur d'ordre, c'est-à-dire le rang 1, pour qu'il ait un bon traitement vis-à-vis de ses sous-traitants. Et là, quelque part, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le label, sur le fait que le label amène des bonnes pratiques vers ses fournisseurs, et d'insuffler ce genre de comportement, voire de demander la labellisation pour les titulaires, c'est-à-dire les rangs 1, vis-à-vis de leur rang 2, c'est aussi quelque chose qui peut être glissé à ce moment-là, et c'est finalement une voie un peu de diffusion des bonnes pratiques. Et à ce moment-là, on a quand même beaucoup d'entreprises petites qui peuvent avoir accès à la commande publique, finalement, en étant embarquées par une entreprise plus grande. Merci Stéphane. Xavier, du coup, quelques questions-réponses. Et s'il nous reste encore quelques secondes à la fin, on a un dernier point qu'on pourra mettre en avant justement sur les fiches achats, enfin en tout cas sur les comptes des acheteurs dans les outils de e-sourcing. Alors, il y a une question qui rebondit, je l'ai dit tout à l'heure, sur des points évoqués, que ce soit par Stéphane, Isabelle ou Rémi ou Johanna. C'est que, en fait, la question, c'est comment est-ce que vous voyez, donc là, je m'adresse à tous les quatre, répondra celui qui veut, hein, vous avez le temps d'y réfléchir, c'est comment voyez-vous la relation, l'interaction et l'articulation entre le service contrôle légalité marché public et le service acheteur, et est-ce que, alors peut-être vous pouvez témoigner, est-ce que ce sont deux services distincts ou est-ce qu'il y a un seul service avec des compétences évidemment différentes? Quels sont les avantages et inconvénients? Donc une question d'un spectateur anonyme, donc je ne peux pas le citer. Qui a la gentillesse de répondre? Je peux me lancer et puis être complété ou corrigé par les copanélistes. Donc le mot conformité était comme le mot sourcing, en fait, déjà un faux ami, dans le sens où il peut avoir plusieurs dimensions. Il y a certains éléments de conformité qui sont des éléments de conformité de premier niveau, qui sont des conformités d'une entreprise vis-à-vis de la loi. Est-ce qu'elle publie bien tous les éléments qu'elle est censée publier? Et des outils permettent de le faire. Et globalement, à ce moment-là, ces outils étant souvent automatiques, les acheteurs peuvent les gérer eux-mêmes dans leur mission opérationnelle sans avoir besoin de ressources supplémentaires. Et puis, il y a des opérations de contrôle de second niveau qui peuvent avoir lieu pendant le marché, qui peuvent avoir lieu sous forme d'audit et qui peuvent être managées à ce moment-là par une fonction support qui est différente des achats parce qu'elle demande plus de temps, peut-être plus d'expertise. Et puis, il y a aussi une gestion qui est très différente à avoir parce qu'on a besoin peut-être là de plus de confidentialité
pour gérer les soucis qu'on pourrait avoir dans ces phases-là. Et donc, on peut avoir donc besoin d'une fonction support pour ce niveau de conformité qui est différent. Et à l'UGAP, c'est comme ça en tout cas qu'on est structuré. Une partie de la conformité revient aux acheteurs et l'autre revient à une fonction support qui est d'ailleurs liée à la maîtrise des risques. Merci Stéphane. Des compléments ou sinon j'ai une autre question. Oui, je pourrais compléter en disant que pour moi, la partie marché public pur et dur, inhérente plutôt côté juriste, et la partie acheteur, c'est deux parties qui sont indissociables. Voilà. Ce sont des compétences qui viennent se compléter les unes aux autres. On ne peut pas faire de bon marché public si on ne fait qu'un marché public qui est financier. On a besoin d'avoir cet éclairage indispensable et de plus en plus important concernant la partie juridique. De plus en plus, hein, on le voit maintenant ce qu'on appelle commande publique, direction des achats ou service de marché public. Vous voyez souvent des binômes acheteurs-juristes. Donc, c'est la tendance, c'est une complémentarité des compétences. Après, ce qui tient du service de contrôle de légalité, c'est un contrôle. Donc, ce service-là, il est indispensable. Donc, on ne pourra pas l'enlever à toute commande publique pour respecter l'ordonnancement des marchés. Ça, c'est indispensable. Merci Isabelle. Alors, il reste 2 minutes, 3 minutes. Xavier, excuse-moi, je voulais juste rebondir par rapport à Lucans. En fait, on est exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que pour nous, les acheteurs sont vraiment sensibilisés à la maîtrise des risques, à la gestion des risques, puisque c'est une partie inhérente de notre travail au quotidien. En revanche, je suis d'accord avec ce que disait Isabelle aussi. C'est vrai que quelque part, le juridique est là aussi pour en fait nous alerter sur tout ce qui est effectivement contrôle de légalité, parce que je pense qu'effectivement, et c'est ce que disait Stéphane aussi, on peut nous prêter toute l'attention possible et être vigilant, mais effectivement quelque part il y a aussi besoin d'un acteur qui serait plus externe et qui pour le coup aurait uniquement ce regard-là de contrôle de légalité. Donc je pense qu'au final l'articulation se fait bien comme il était expliqué aussi bien à la région Île-de-France qu'à l'UGAP. Merci Johanna. Alors du coup, il me reste 2 minutes si on veut respecter le timing. Donc on n'aura pas le temps de répondre à l'ensemble des questions. Dans les sujets évoqués, pas mal de points. Alors, pour soulever plutôt aussi l'existence des marchés réservés pour les structures d'insertion. Donc quelques commentaires sur ce sujet pour rappeler qu'il faut aussi peut-être, mais on aura une intervention juste après Sylvain Berthelot sur le sujet qui est un des adhérents de l'APK et qui est structure d'insertion. Et puis, voilà, quelques questions également notamment sur le décret relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, et donc la partie réutilisation plutôt développement durable. Donc on n'aura pas le temps, j'ai aussi encore d'autres questions, mais on n'aura pas le temps de répondre à l'ensemble des questions. Donc de toute façon, ce que nous avons prévu au sein de l'APK, c'est d'organiser, alors on n'a pas encore fixé les dates, mais nous proposerons à ceux qui le souhaitent de faire une séance spécifique sur lesquelles vous pourrez, alors avec évidemment un nombre limité parce qu'on souhaite que ce soit des échanges, et vous pourrez à ce moment-là venir poser vos questions et on pourra échanger aussi en direct sur le sujet avec les experts qui sont autour de la table. Merci tout le monde. Alors, je passe la parole peut-être à Sandrine ou directement, on peut diffuser une interview de Sylvain Berthelot, qui est donc directeur d'IPSO, qui est une structure d'insertion. Donc, Sandrine, à toi.